de dépaysage en Palestine. Dans cette carte, nous pouvons voir la quantité ou l'ampleur de groupements de personnes dans chaque partie. Ici, nous avons les colonies israéliennes. Avant le 7 octobre, il y avait sept colonies dans la zone C. Et aujourd'hui, après le 7 octobre, beaucoup d'autres ont été ajoutées. Donc, les anciennes colonies en jaune et les nouvelles colonies en rouge. La raison pour laquelle les colonies sont posées ainsi, c'est pour séparer les deux zones. Donc, la zone la zone a connu beaucoup de problèmes et beaucoup de violations israéliennes. Bien sûr, tous les nombres que nous avons ici, ce sont des nombres jusqu'à la date de l'étude. Ces nombres ont augmenté. Nous pouvons voir la création de 8 épicentres de colonies. 80% des terrains ou fonciers agricoles ont été contrôlés. Les cultures ont été contrôlées à 70%. 60% des routes ont été interdites aux personnes de traverser. 2 sur 4 routes principales a été fermées. Les puits et les sources d'eau ont été contrôlées aussi. Et quelques puits ont été contaminés de façon volontaire par le côté israélien. Le vol de plusieurs sources d'eau, de plusieurs citernes d'eau, les violations envers les mosquées, les espaces publics, le vol d'animaux et le vol et la détruite de plusieurs forêts et espaces naturels. Il y a des caves qui sont aussi peuplées par des personnes qui ont été contrôlées. 12 grottes habitées ont été contrôlées aussi. Donc cette image qui appartient à la zone d'études. Donc vous pouvez chercher sur internet, vous allez trouver plusieurs pages qui représentent des catastrophes et cette page démontre les violations qui ont connu les personnes par l'armée israélienne et aussi les colonistes israéliens protégés par l'armée. La détruite d'arbres et de plantes, la colonie agricole aussi une colonie de fermiers israéliens contrôlent et volent des terrains agricoles palestiniens. Nous pouvons voir que 4 groupements ici dans la zone A et la zone B par le principe que c'est plus sécurisé. Mais l'armée israélienne a tout changé, les zones sont similaires aujourd'hui et les violations sont quotidiennes. La raison de déplacement des personnes la raison du déplacement des personnes en Palestine, des Palestiniens, est principalement les attaques armées de l'armée israélienne. Aujourd'hui, nous parlons de la zone d'étude uniquement, mais dans la Donc, mais malgré toutes ces attaques et la continuité des violations, l'augmentation des violations, nous allons toujours rester dans nos terrains. C'était la réponse du peuple palestinien. Malheureusement, la réponse globale ou universelle n'était pas similaire à ce qui était attendu, mais c'est principalement à cause des menaces et blackmail israélien envers les pays du monde. Nous avons plus de minutes, donc vous avez respecté le temps qui vous a été alloué. Donc si vous avez, donc nous pouvons passer à des interactions. Donc si vous avez des commentaires ou des questions de la part de l'audience envers les speakers. Thank you.
I had a question to Mr. Merci bien, j'ai une question à Monsieur Casimir. Est-ce que les lois de foncier sont unifiées au Yémen? Car le sud du Yémen était socialiste. euh, Officiellement. Aujourd'hui, est-ce qu'ils ont pu unifier ces lois? La deuxième question concerne la catégorie marginalisée du peuple. Comment est-ce que vous pouvez définir les groupes marginalisés du peuple yéméni? Troisième question. Quand vous vous baladez ou quand vous marchez dans des rues, est-ce que vous avez des véhicules protégés? Protégés, car le conflit peut être arrêté par des armes, à mon avis. Comme toujours, je dois toujours être bref, n'est-ce pas? J'aimerais parler de quelques points réflexifs. Peut-être le contexte de Palestine est très unique. Et c'est totalement différent de plusieurs autres régions du monde. Le terrain n'est pas sous le contrôle des Palestiniens, sous le contrôle des propriétaires du terrain. Ils ne contrôlent pas le sol, ils ne contrôlent pas leur territoire, parfois même leur hébergement, leur propre foyer. Et donc, s'ils ne se sentent pas que ce foyer va continuer pour une semaine ou un mois, donc nous devons parler d'un système de gestion de foyer. Nous parlons d'un système de gestion de foyer étranger. Donc, comment est-ce que nous allons parler de ce paradoxe? Des réunions de rap ou de cluster meetings. Donc ceci va continuer à être un défi, mais j'espère que dans les journées à venir, nous allons avoir plus de réponses réflexives qui peuvent nous aider au futur, dans un statut très unique. Et dans le cœur de tout ceci, nous devons nous rappeler des causes racines de tous ces défis et ces problèmes. L'occupation, simplement, mais aussi le fait de construire et de créer une situation pacifique qui est plus stable dans ce contexte. Et je pense que voilà, merci. Merci. Muslim, vous avez répondez rapidement s'il vous plaît. D'accord. Donc en principe, oui, il y a un système légal unifié qui a été formé par le gouvernement, qui a été unifié. Mais le fait aujourd'hui, c'est que les zones contrôlées n'obéissent pas au système légal existant, reconnaissent les autorités étrangères aussi et globales qui restent. Mais est-ce qu'ils mettent en œuvre ces lois? La loi existe, mais est-ce qu'elle est mise en œuvre ou pas? Est-ce qu'elle est implémentée? Est-ce qu'elle est respectée? C'est le défi majeur auquel nous faisons face aujourd'hui. Oui, bien sûr, il y a une minorité qui fait 10% du peuple yéméni. Ils sont discriminés, ils font face à beaucoup de problèmes, surtout concernant l'identité légale et la reconnaissance la reconnaissance en tant que marginalisés. Ils sont d'origine du Sud. Ils sont toujours sujets de discrimination, surtout dans des approches du système légal, identité ou autres droits politiques, etc. Donc nous essayons de ne pas interférer ici, mais nous essayons de documenter les violations aussi qui concernent leurs droits HLP. Donc c'est un grand problème chez la communauté. C'est environ 10% de la totalité de la nation. Donc c'est ou plutôt notre histoire de réussite, c'est que nous avons recruté notre groupe de travail, de sensibilisation de la communauté, donc ils n'ont pas de problème à accéder au terrain. Mais nous, bien sûr, pour nous, euh, nous devons utiliser des véhicules blindés ou par balles, et nous avons aussi de la protection. Et nous essayons de ne pas partir dans les zones de conflit armé. Donc, nous avons une équipe qui est consacrée aux zones les plus dangereuses. Est-ce que vous avez un commentaire rapidement à propos ou une réponse rapide envers la question? Brièvement, s'il vous plaît. Micro, s'il vous plaît. Micro, s'il vous plaît.
Le micro, s'il vous plaît. Le micro. So just if السبب الرئيسي في الحالة الفلسطينية وهي حالة فريدة في العالم كله. Parce que on parle de tous les zones du monde un peu. Il y a toutes ces ressources qui sont violées dans la zone de Gaza et il est vraiment difficile de vivre dans ces conditions. Alors c'est ça mon idée. في القرن الواحد وعشرين وما زال في شعب يعني واقع تحت احتلال. Alors je pense que ça pourrait être la raison principale de ces conflits. Comme le docteur Ali a déjà parlé hier, des conflits et des défis qui sont vécus dans la Palestine, surtout en termes d'occupation des terres. Alors le problème, c'est l'occupation des terres, de ces terres. Et on essaye de faire de notre maximum pour avoir un peuple qui est toujours ici présent. Monsieur, désolé, il faut passer aux autres présentateurs. Maintenant, Haya Alasha, vous aurez 10 minutes pour votre présentation. Thank you. This is Haya Al-Agha. Merci. Je suis Haya Al-Agha de l'unité d'investissement. Alors aujourd'hui, je vais présenter la situation des terres qui sont sous violation maintenant. Alors je vais essayer d'être bref. Let's start talking. Can you just put the presentation on, or I can start? Est-ce que vous pouvez nous mettre les slides de la présentation? Housing properties, displaced communities, and the host communities within the dominant of the. Alors, on va parler de la gestion des terres pendant la guerre dans la bande de Gaza. Okay, you can just do it for me. So, and then we will talk about the context of wars and. Alors, on va parler des applications pratiques des outils de la terre, la fragilité complexe de la gestion des terres, du logement et des biens, et après une conclusion. S'il vous plaît, le slide suivant. Alors, maintenant, la situation dans la bande de Gaza, c'est la partie occupée par le territoire avec 5500 habitants par kilomètre carré. Et la croissance annuelle de la population est d'environ 3%. Et Khan Younes est le gouvernorat. Maintenant, l'aperçu de la situation est une vision. Alors, la bande de Gaza continue de faire face à d'importants défis en matière de conflits et de complexité juridique et de contraintes de ressources. Alors, ce sont des conflits qui sont toujours maintenant en continu. L'intégration des considérations LTP dans les cadres plus larges de planification humanitaire et de développement. Notre stratégie clé dans Khan Younes, c'est d'avoir une stratégie de développement
qui est incluse dans tous ces objectifs, qui sont d'avoir une adaptation au climat, gestion urbaine, environnement durable, résilience. Tous ces objectifs communs sont intégrés dans une seule stratégie, qui est présente. Et aussi l'affectation de terrains à différents usages, agriculture, résidentielle, de tourisme, etc. Et on parle de cette zone humanitaire. Alors, comme vous savez, on vit dans un cadre de conflit. Alors, pour Khan Younes, on avait 450 000 habitants avant le 10 octobre et maintenant c'est 1 million 5 habitants après ce 10 octobre. Parce que des personnes des différentes bandes de Gaza sont en déplacement, spécifiquement dans une zone qui est nommée Al-Mawasi. Cette zone est une zone fragmentée et la plus vulnérable. C'est une terre agriculture considérée et ce sont des propriétés privées qui est prise par des personnes. Alors, et elle a été occupée jusqu'au retrait d'Israël en 2005. Alors, on n'a pas eu un développement dans cette zone. Et le pourcentage des services fournis, comme l'eau usée, les routes, par exemple, etc. Alors, c'est une zone vulnérable. Après la situation, que j'espère que ça va se terminer très prochainement. Alors, entre 0 à 3 mois après le cessez-du-feu, il fallait fournir un soutien technique dans des interventions axées sur l'enlèvement et la gestion des décombres. Alors, comment on peut utiliser ou réutiliser ces terres? Et aussi de traiter les problèmes liés aux établissements humains informels. Parce que les personnes n'ont pas maintenant leur maison. Et il n'y a pas de conditions bonnes pour y vivre. Et aussi soutenir la mise en place ou le rétablissement de systèmes de documentation et d'enregistrement des terres. Et maintenant, de 3 à 6 mois, on a donné la priorité à la facilitation de l'assistance juridique sur les droits HLP et promouvoir l'intégration des activités de diligence responsable dans les efforts de reconstruction en influençant les donateurs. Et après tout cela, après cette période, il faut reconstruire en mieux. Alors, il faut avoir les considérations HLP pour aider aux reconstructions. Ce sont les techniques qu'on va utiliser pour essayer de reconstruire mieux. Les défis, ce sont des défis d'enregistrement foncier parce que l'enregistrement des droits de propriété foncière n'est pas facile. Parce que ça a été mentionné hier que les terrains les propriétés foncières ne sont pas enregistrées. Alors, le cadastre est important pour nous parce qu'en Khan Younes, c'est 87% de la ville sont enregistrées. Pour les solutions de logement, de transition, on a des problèmes juridiques avec les priorités foncières. Alors, pour la planification urbaine, on a essayé d'avoir
un plan qui est clair pour l'intégrer dans notre plan et d'avoir quelques organisations et institutions pour avoir les permissions des municipales. Quelle est la méthodologie qu'on va utiliser? Alors, on a les dossiers d'enquête. Il faut avoir un comité qui va organiser ces partenariats publics, privés avec les ministères et les différents ONG. Et quelles sont les données ou bien les outils d'analyse des données qui vont être utilisés? Alors, on va utiliser Google Earth et QGIS. Alors, ce sont des outils qui sont valables. Pour la qualité de l'administration foncière, ça va être avec des transparences des informations, couverture géographique. Et pour le développement de scénarios et de stratégies, il faut avoir les droits de tout cela. Pour les outils utilisés, on a la boîte à outils Kobo, qui est un outil pour la gestion foncière. Il est valable en ligne parce qu'on peut avoir quelques problèmes avec l'Internet et l'accès à Internet à Khan Younes. Et aussi pour Google Earth Engine, ce sont des sources qui sont vraiment valables en ligne. Comme conclusion, je vais être vraiment très rapide. Pour résoudre et finaliser les problèmes fonciers, il faut adapter une approche globale qui englobe différents secteurs d'intervention pour assurer la participation communautaire à chaque étape et pour assurer l'inclusion des différentes parties prenantes, principalement les groupes vulnérables, comme les femmes, les enfants et les personnes handicapées et surtout les personnes âgées. Et je pense que la bande Gaza maintenant est avec beaucoup de personnes comme ça. Et avant ça, il faut protéger nos espaces pour que ça soit accessible juste aux parties prenantes et non pas à tout le monde. Alors, il faut se focaliser sur les recommandations qui sont pour occuper ou bien avoir une gestion foncière avec les outils nécessaires pour contribuer à la gestion foncière après ce génocide, comme j'ai déjà dit, qui peut être établi avec des outils et des équipements, comme des drones par exemple. Et merci, ça a été, j'ai fait le tour. Thank you so much, Aya. Thank you for your flexibility. Merci pour votre flexibilité à tout le monde. Et ce sont des exemples de défis qu'on avait entendus et comment HLP peut essayer d'avoir cette réponse aux crises. Merci, Haya. Maintenant, je vais voir en ligne. Il y a une collègue de la Syrie qui va nous rejoindre en ligne, à distance. Can you hear us okay? Good morning. Good morning. Okay. I am here. Bonjour, je suis là. 10 minutes, and after 8 minutes, I'll get your attention somehow, just so you know. But over to you. Bonjour, je vais parler en français, ou en arabe plutôt. Olahadou, de la Syrie. Je travaille dans la Chine. J'ai un master de Damascus sur l'environnement et je travaille dans l'anticipation, dans la récupération.
après le conflit armé en Syrie. J'aimerais partager la présentation avec vous. Okay. Okay. Yeah. It's okay. It's great. We see it. Oui, j'ai travaillé dans l'université de Damascus. J'étais aussi directrice des stratégies régionales durant les conflits armés. Ça nous a beaucoup découvert à propos des usages du français. Pour quelle raison est-ce que j'ai choisi ceci Quelle est la méthodologie de l'étude et quelles sont les résolutions ou recommandations principales que nous pouvons sortir? Donc, la gestion du foncier, où le conflit est autour, l'essence du conflit. Donc, le terrain, c'est l'instrument principal de formuler nos villes et arriver à la forme urbaine, la définition urbaine. Donc, cette formulation nous met devant comment est-ce que nous pouvons simuler le futur avec tous les défis que connaît la Syrie actuellement. Tout d'abord, comme nous le savons, la Syrie se trouve dans une localisation stratégique, un emplacement stratégique qui connecte 3 continents, 185 000 km², 25 millions de citoyens, 14 gouvernorats, Damascus, ou Damas est la capitale. Et avec la nouvelle technologie en Chine que nous étudions, la Chine est le développeur principal ou majeur des technologies électroniques. Cela nous donne une perspective de comment gérer le foncier, une vision de plus grande ampleur qu'un architecte ou qu'un ingénieur plutôt. La vision de cette étude, comment est-ce que nous pouvons appliquer ces modèles d'anticipation sur l'usage de terrain et sur aussi les environnements qui sont en changement continu et qui connaissent des conflits. Pour quelles raisons est-ce que nous avons besoin d'avoir cette perspective? La Syrie a connu plusieurs conflits accumulés, plusieurs crises accumulées, des changements démographiques, des conflits armés, des séismes, des incendies. Nous avons vu tout type de catastrophes dans les 2 dernières décennies en Syrie. Et nous avons besoin d'une vision bien étendue. Nous avons besoin d'avoir plusieurs composantes. Nous avons plusieurs composantes, mais elles ne sont pas bien centrées ou centralisées. Des modèles qui ne sont pas assez centrés, malheureusement, et ceci met plus de pression sur les ressources naturelles et sur les terrains et crée des points ou des faiblesses et aussi des terrains fertiles au contrôle arbitraire. Et ça continue à augmenter tout au long des années. Et vu tous les facteurs principaux ou facteurs qui impactent une société quelconque, toujours la personne la plus impactée, c'est la terre. Si il existe une faiblesse économique, le terrain est le plus impacté. Nous mettons toujours, ou nous essayons toujours de rendre le terrain à nous et de le mettre dans le cœur de l'équation. Parmi les défis auxquels nous faisons face en Syrie, en addition aux crises globales, le changement climatique, le manque et la pénurie de ressources, comment est-ce que la Syrie va récupérer son rôle global? Comment est-ce que la Syrie va revenir au front? En addition, nous voyons aussi plusieurs changements en Syrie, plusieurs défis qui continuent. Le changement démographique, l'instabilité démographique, la détruite de plusieurs zones en Syrie, la faiblesse de services publics
le manque de travail institutionnel efficace et aussi les écarts concernant la coordination entre parties prenantes sur le terrain. L'importance d'étudier et de gérer les ressources naturelles rend toutes ces idées, tous ces termes, un point de changement et de transition. Comment est-ce que nous allons transformer toutes ces faiblesses à une base où nous pouvons commencer une récupération continue que nous espérons pour la Syrie. Tout d'abord, nous devons nous concentrer sur la gestion du foncier, où il y a un équilibre entre la gestion judicieuse, la durabilité, qui est le droit des générations, pour qu'ils puissent préserver le reste de ressources après nous. Et le fait de lier ce triangle en addition, bien sûr, à l'équilibre spatial. La justice spatiale. Nous avons plusieurs documents qui sont manquants, plusieurs maisons détruites, plusieurs personnes déplacées. Et 10 ans que nous voyons plus de catastrophes en termes des propriétés dans les dernières années. Les génocides aussi et les violations urbaines qui ont éliminé ou qui ont faibli notre identité et que nous avons besoin de réformer le plus tôt possible. Vous avez 2 minutes. Donc, bien sûr, nous allons bénéficier de toutes les leçons précédentes que nous avons apprises en Syrie. Il y a aussi la fusion entre ce qui est important ici. Comment est-ce que nous allons bénéficier de toutes les données, les big data qui existent sur Internet. Nous avons toujours une faiblesse dans les pays arabes. Il y a toujours une pénurie de données. Nous ne pouvons pas avoir recours à des données unifiées, mais nous pouvons commencer parce que nous avons déjà à notre disposition pour arriver ou atteindre une analyse qui va nous projeter plus vers la réalité à travers l'analyse des 2 dernières décennies, comme représenté sur l'écran. En 2024, la zone la plus impactée, c'est la zone des cultures stratégiques, la zone qui connaît des conflits jusqu'à ce jour. Les grands changements dans le terrain, la perte de forêt, la perte de culture, le changement démographique continu, l'urbanisme non orienté qui a causé plusieurs effets néfastes sur le terrain. C'était les effets sur la capitale, comment la capitale a changé dans les dernières années. La capitale qui a perdu ses zones vertes. La capitale est devenue des blocs de bâtiments qui ont perdu, ou une ville de blocs de bâtiments qui a perdu son identité. Donc, les données communables peuvent exister. Donc, ce qui est important ici, je pense, est-ce que vous pouvez conclure le modèle CA? Comment est-ce que nous pouvons créer des scénarios et simuler à travers ce modèle qui est la base? Bien sûr, en tant que planificateur, nous mettons toujours une base et des alternatives en place. Nous essayons de trouver l'alternative le plus convenable pour des entrées de données, pour une solution qui est le plus proche des données. Et les planificateurs, c'est eux qui mettent en place ces modèles pour qu'on puisse atteindre la meilleure gouvernance en Syrie. Pour ordonner, unifier et tout ceci. L'usage. Et en dernier, nous arrivons à la conclusion, le point le plus important ici. L'usage de l'IA
dans la récupération rapide. C'est ce que nous avons besoin d'avoir en série dans ces jours. J'espère que l'idée a pu vous atteindre. J'espère une bonne récupération à tous nos pays arabes. J'espère que nous allons nous rencontrer après pour raconter nos accomplissements. Nous allons partager ces présentations. Après, j'espère que nous allons pouvoir partager. Merci beaucoup pour le fait d'être flexible et d'ajuster. Giacom, qui est un officier de gestion de programme, qui nous a parlé des lois urbaines. Je vais vous faire un signe quand il y aura 10 minutes qui restent. Est-ce que je peux avoir ma présentation sur l'écran, s'il vous plaît? Great. In the meantime... Merci. En parallèle, je vais vous dire bonjour tout le monde. Je suis Gia de l'UN Habitat, la section de planification. Aujourd'hui, je suis ici au nom de la section de gouvernance que nous avons dans notre siège avec nos collègues Samuel, Christiana, et nous sommes impatients de présenter un travail qui a été développé sur les zones urbaines et les conflits, une série de travaux. Est-ce que nous pouvons avoir la présentation sur l'écran, s'il vous plaît? Merci, merci beaucoup. Laissez-moi vérifier si ça fonctionne. Comme je l'ai partagé déjà avec vous, la série de publications qui adresse les droits urbains et conflits dont le gouvernement les moyens d'améliorer de manière autonome le droit, les politiques et les pratiques, mettre en place des cadres juridiques et politiques, promouvoir la sensibilisation aux complexités et à l'importance de la sécurisation des droits HLP, etc. Dans le contexte urbain, la récupération rapide, la reconstruction et autres. Aujourd'hui, nous allons parler du premier problème, ça veut dire de prévenir le conflit. Et je vais vous montrer plus d'informations après. La cible et l'objectif de cette série, c'est de promouvoir les gouvernements d'avoir une optique sensible au conflit et de développer des cadres urbains et des droits urbains qui peuvent être protégés et préservés durant les phase de conflit, la sensibilisation aussi, toutes les complexités des droits HLP dans la zone urbaine. Est-ce que je suis revenu en arrière sur ma présentation? Les excuses. Thank you so much. That we... Merci beaucoup, c'est très utile. Donc je vais passer rapidement à cause du temps. Donc ce diapo en particulier, je pense que vous connaissez déjà ce que ça représente. Les droits HLP représentent le groupement de 3 éléments qui se chevauchent dans le cadre d'une même revendication de droits humains. Le droit à un logement sans crainte d'expulsion forcée, un lieu qui offre un abri, la sécurité et la possibilité de garantir des moyens de subsistance. Prochain diapo, s'il vous plaît. Selon l'optique des lois urbaines, ou le droit urbain a un rôle à jouer pour remédier aux conditions urbaines qui compromettent les droits LTP des citadins dans les contextes humanitaires. Dans cette série de publications, le droit urbain est décliné à 4 domaines thématiques: la gouvernance urbaine, le droit de l'urbanisme, le droit de l'habitat et l'aménagement du territoire. Et dans ce cas, garantir l'habitat aux personnes qui y résident. Comme je l'ai déjà mentionné dans cette série de publications, les 4 thématiques seront révisées et
Et diapo prochain, s'il vous plaît. Et ce diapo jette un œil sur le droit urbain et les cycles de conflits, la prévention des conflits, comment le droit urbain peut favoriser la sécurité foncière inclusive pour réduire la probabilité que la terre soit une cause profonde ou un déclencheur de conflits et atténuer les impacts potentiels du conflit sur les droits HLP, atténuer d'autres causes potentielles, la réponse d'urgence, le relèvement précoce et la reconstruction. Great, we've got it. Thank you. D'accord, ça a marché, merci. Merci beaucoup, c'est le diapo que je cherchais. Le droit urbain, la prévention des conflits. La prévention des conflits, les politiques urbaines tenant compte du facteur HLP doivent poursuivre les objectifs communs de promotion de la prévention des conflits et de la sécurité d'occupation, la capacité d'atténuer les événements non favorables ou les structures de paix qui encouragent la paix et d'incitation de paix peuvent être construites. Et pour cette présentation en particulier, nous soulignons pas que le fait de se concentrer sur les raisons racines, mais aussi se jeter un œil de façon approfondie sur la perspective de la législation. Merci beaucoup. La première thématique que j'aimerais mentionner, ou domaine thématique, c'est la gouvernance urbaine. À cause du temps, je ne vais pas me jeter sur chaque point en particulier, mais je vais adresser les thématiques majeures qui sont relatives à cette région aussi. Et par exemple, dans ces recommandations, nous avons inclus une qui est la représentation proportionnelle. Pour quelles raisons est-ce que ceci est important? La loi urbaine peut soutenir la décentralisation et la subsidiarité, la gouvernance à plusieurs niveaux, les rôles et responsabilités définis, représentation proportionnelle, participation publique, inclusion sociale et autres. Pourquoi est-ce que ceci est important? La participation publique et l'inclusion sociale, car souvent nous entendons parler que l'approche est top-down. Comment assurer que les personnes dont les besoins doivent être satisfaits peuvent être écoutés aussi? Et ceci est une recommandation que nous avons vue de la part des collègues qui ont déjà présenté. Avoir cette voix, être présent en tant que et faire partie de la composition. Une autre concentration de l'étude islamique, qu'on a mentionné aussi l'importance de la digitalisation de ces processus de gouvernance. Prochaine diapo. Une étude de cas. Le directive du gouvernement ouvert Colombie et Bogota 2020. En 2020, la ville de Bogota a formellement adopté le modèle de gouvernement ouvert à travers la directive 005. La directive a établi une plateforme virtuelle gérée par le secrétariat général de la mairie de Bogota, qui fonctionne comme le centre de services et des ressources du gouvernement organisé en 4 piliers: la transparence, participation, collaboration et services publics. L'année dernière et depuis 2024, la plateforme virtuelle offre au public la possibilité de participer à des consultations publiques, à des budgets participatifs, à des votes électoraux et de proposer des initiatives locales. Elle donne également accès à une variété de services gouvernementaux via Supercade Virtual, un canal numérique par lequel le public peut effectuer diverses démarches administratives. J'ai aussi une étude de cas que j'aimerais partager avec vous ici au Maroc. Pour la ville de Berkane, où j'ai aussi appris que la digitalisation des services publics à Berkane a un potentiel immense à améliorer le niveau de vie et la qualité de vie à ses résidents. Un hub similaire à l'exemple de Bogota, de plein d'innovations, et ceci est aussi un plan unique qui est un grand potentiel, et Berkane explore ce potentiel aussi, ses volets. Donc, ici nous trouvons le deuxième domaine thématique similaire
au premier domaine thématique. Je ne vais pas parler de tous les détails, je ne vais pas trop parler en détail, mais dans cette loi sur l'aménagement du territoire pour la prévention des conflits, nous devons parler de l'intégration multiniveau, intersectorielle, l'évaluation d'impact et des risques, l'exigence en matière de collecte et d'analyse de données, avoir des approches basées sur le genre. Et cette approche de planification, quelque chose concerne des aspects d'éthique, et donc nous avons besoin d'avoir des suivis et des systèmes d'évaluation et de suivi qui sont efficaces et adéquats pour que ces processus soient mis à jour de façon constante, pour assurer aussi que c'est un mécanisme juste et avoir un mécanisme d'ajustement. Nous avons un exemple ici de la Cambodge. Donc pour la maintenance, donc pour le deuxième article qui stipule que toute modification ultérieure des données du registre foncier doit être enregistrée dès que l'administration cadastrale en est informée, tandis que l'article 239 poursuit en précisant que les bureaux cadastraux à tous les niveaux sont légalement responsables de la tenue appropriée et correcte de ces registres fonciers et de l'exactitude des opérations d'arpentage et la conservation plutôt des documents. Donc la question que nous devons poser aussi, c'est comment est-ce que cela fonctionne en pratique? Est-ce qu'il révise l'enregistrement du terrain et la concentration est mise sur la première étape, avoir ceci dans la législation en premier lieu, et assurer que ça ne va pas être perdu dans la traduction, assurer que c'est obligeant aussi et obligatoire. Les deux thématiques restantes, la gestion de foncier pour la prévention de conflits, et je vais passer directement à la quatrième thématique aussi, qui est l'hébergement pour la gestion d'hébergement ou de foyer pour la prévention de conflits. Ceci, c'est pour assurer que la gestion est adéquate au but, à l'objectif, une gestion foncière, une organisation institutionnelle, un continuum des droits fonciers, une acquisition obligatoire, une possession adverse. Je ne vais pas rentrer en détail, je ne vais pas parler des études de cas car je n'ai pas assez de temps. Mais pour les lois de l'hébergement en particulier, une chose que l'Office voulait mentionner, c'est que plusieurs de ces recommandations sont interliées. Ça veut dire que le droit urbain peut aligner une bonne loi de tenure, une bonne loi qui fait la sauvegarde, qui assure la sauvegarde pour qu'elle soit en place. Et cela crée plus d'impact positif et plus de recommandations à travers toute la façade. Donc directement au dernier diapo, à cause du temps, j'ai 20 secondes. Une recommandation qui a été mise, le droit urbain et la relation qu'il est. Donc ce que mes collègues voulaient souligner, c'est que nous devons nous concentrer sur la différence entre ce qui est un changement programmatique et ce qui est un changement particulier. Pour un bon établissement de loi, le droit urbain est en place, mais s'il n'est pas mis en œuvre, ce n'est pas une bonne loi. Ça doit être contextualisé, ça doit être adapté, ça doit être efficace. Donc, quand une loi est implémentée, le changement peut être réalisé. Merci. Thank you, Gia, and yes, thank you again for your flexibility. Merci pour ta flexibilité avec le temps. Alors, on a dépassé le temps. Mais si vous avez juste des commentaires faciles, vous pouvez le faire, mais vraiment très brièvement. So the gentleman in the yellow shirt there. Okay, thank you very much, everyone. Merci beaucoup. Je m'appelle Ibrahim Bahraddin et je travaille à l'Université de Qatar dans le domaine de l'urbanisme. Alors, il y a beaucoup de similarités entre ce qui a été présenté aujourd'hui et ce qu'on vit aujourd'hui.
parce on vit ou on a vécu dans quelque temps les plus grands déplacements. Alors, pour l'objectif de cette séance, il y a beaucoup de questions et peut-être un des intervenants pourra répondre à mes questions. Alors, tout d'abord, c'est par rapport aux stratégies. Quelles sont les stratégies qui peuvent aider les communautés déplacées pour essayer de les aider? Je sais que c'est une question un peu très générale, mais j'espère que j'aurai une réponse. Pour la deuxième question, c'est par rapport aux politiques, on pourrait mettre en avant. C'est en relation, comme j'ai dit, avec les politiques légales et le cadre juridique. Est-ce qu'il y a des droits politiques nationaux ou internationaux, pour l'exemple de Yémen, ou s'il y a un cas en Syrie qui protège les personnes qui sont déplacées et leurs droits? Alors, merci. We'll take questions. Were there questions here? Alors, on va prendre une autre, ou bien deux d'autres questions. And then we'll have to finish, sadly. Et il faut terminer par la suite. I had a question for. J'ai une question au monsieur par rapport à la banque de Gaza. La banque de Gaza. Je pense qu'ils ne sont pas une municipalité. Et c'est une chose qui manque. Alors, cette présence des personnes, je pense que ça pourrait être une opportunité en Palestine pour le renforcement de capacités. Un autre point concernant M. Aran, les municipalités c'est pour les taxations aussi. Est-ce que c'est la même chose chez vous? Merci, ça a été ma question. Yes, actually, I have 2 points. Alors oui, j'ai 2 points. La première, c'est les municipalités dans la bande de Gaza, comment ils ont contribué dans la protection du foncier ou des terrains. Et par rapport aux droits aussi. Je pense qu'on n'a pas, qu'on ne s'est pas focalisé sur les droits fonciers ou bien les droits des terrains. Et aussi comment plaider, spécialement pour les personnes qui sont dans des crises. Alors oui, merci. And Joseph, I'll just... Thank you. I have a question for Gia. J'ai une question pour Gia. Dans votre travaux, les travaux que vous avez menés, un des outils qui aide en termes de droits de l'homme, il y a des droits qui ont été... ce droit il a été là pendant 30 ans. Il y a eu dans un cadre d'évaluation urbaine ou de gestion. Alors, est-ce que vous pouvez utiliser l'article numéro 7 comme outil pour les lois urbaines? Merci. That, in some way, answers your point as well about the... Alors, je pense que ça répond à votre question, monsieur. So, some great questions. Thank you. Vraiment de très bonnes questions. Alors, on a les stratégies en termes HLP, les cadres juridiques et les municipalités aussi.
et l'utilisation des lois pour les déplacements. Alors, je vais commencer avec vous, madame. Alors, pour les taxes en bande de Gaza, on les prend des gens ou bien des résidents. Pour la question des stratégies qui aident les peuples qui sont déplacés, c'est avec ça creuse avec les permis par les Israéliens. Mais les politiques israéliennes, elles ne le permettent pas. Merci Mahmoud. Line, and would you like to? Hola, vous êtes toujours en ligne. Est-ce que vous voulez répondre à une question ou à un commentaire qui a été déjà partagé? In the meantime, we'll go to Gia. Ou on peut passer à Gia en attendant. Hi, can you hear me? Est-ce que vous pouvez m'entendre? Alors, je vais essayer. J'ai essayé de noter un peu tout ce que vous avez dit. Pour le cas de Soudan, c'est dans le cadre de l'accord. Mais dans le cas, on ne voit pas vraiment, on n'est pas dans le cadre de voir les conflits, mais dans la reconstruction, on est dans une optique de reconstruire qui peut être utilisée comme référence. Comme l'exemple de Rwandie. Et aussi l'exploitation des terrains, ou bien la violence. Je n'ai pas quelque chose de spécifique de partager avec vous. Mais je pense que c'est la discussion qu'il faut avoir. Et merci. Merci pour votre question aussi. Et de mon point de vue, je pense que ça réfère à tout ce qui est loi internationale et aussi nationale, avec les autres principes et beaucoup des lois qui sont déjà existantes. Et mettre en avant aussi le fait que les lois sont là pour nous aider. Et merci. Alors, pour la gestion foncière, l'importance de la planification. Je ne sais pas, la dernière réflexion, on avait une expérience à Khan Younes dans un parc qui s'appelle Hadiqat Hayat. Ça a été un espace public inclusif. Et pendant la guerre, cet espace a été comme un recours aux personnes. C'était un espace aux personnes vulnérables. Alors, c'est bien d'avoir des espaces ouverts et qu'ils soient sécurisés aussi dans la planification et la mise en œuvre. Merci à l'ONU Habitat et merci à vous tous et toutes pour ce panel. Alors, il y a quelques points que j'ai retenus de toutes les présentations. C'est la complexité d'interaction entre les différentes façons de gérer de cette gestion foncière en alignement avec les lois et le cadre juridique. Alors, il faut avoir les données et les analyser. C'est la chose qui a été mise en avant pendant notre discussion. Plaider pour les droits HLP
Je pense que c'est un exemple du Soudan. Alors, pour la réponse humanitaire, on a différents acteurs qui sont mis en place. Et la chose principale, c'est les terrains sans... c'est pas juste les terrains ou bien la gestion des fonciers, mais les ressources humaines et les personnes. Alors, merci de nous avoir rejoints. Merci à vous tous et toutes. Merci. Thank you for our colleagues supporting with the tech. I know it was Merci pour le support technique aussi. either here or elsewhere. Alors, on va vous voir bientôt. Thank you, Jim.